c'est un moment toujours un peu spécial dans ce festival, auquel nous ne nous habituons pas complètement, celui de remise des prix. Alors remise des prix, ça ne veut pas dire que nous penserions que la seule manière de faire de l'histoire de l'art, c'est d'entrer dans des compétitions, etc. Ça veut juste dire qu'effectivement, il nous semble de notre raison d'exister et de notre mission de favoriser les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs en histoire de l'art, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à travailler, développer leurs recherches, trouver un public qui les suive. Et pour ça, étant donné que nous ne disposons pas de fonds illimités, à moins que la manière dont vous allez voter aux prochaines élections conduise à créer des budgets absolument énormes pour l'histoire de l'art en France, qui ne figurent dans le programme d'aucun parti politique, nous sommes bien obligés de faire des sélections. Ce que je veux dire pour commencer avant cette remise de prix, c'est que vraiment, cette année, les candidatures que nous avons reçues pour les différents prix étaient nombreuses, à être d'excellente qualité, et qu'il a été difficile, enfin c'est assez paradoxal, il a été difficile de penser que nous ne pouvions attribuer les prix qu'à quelques-uns, mais en fait il y a eu une quasi-unanimité des membres des différents jurys pour désigner ces quelques-uns, et donc c'est quand même ce qu'on peut souhaiter de mieux, c'est-à-dire que la qualité soit présente et nombreuse, et puis ensuite qu'elle soit très explicite. Donc je vais commencer par remettre deux prix, qui sont vraiment des prix qui cette année récompensent des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs. D'abord le prix L'Art et l'Essai, qui est un prix pour des thèses en histoire de l'art soutenu l'année précédant le concours, avec une publication qui est assurée en commun par le CTHS, le Centre d'Histoire, ça veut dire quoi CTHS? Oui, Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, pardon. Et l'Institut National d'Histoire de l'Art, dans la collection L'Art et l'Essai, qui est une collection qui est aussi ancienne que l'INHA, c'est-à-dire qui a 20 ans, et qui chaque année donc récompense deux jeunes docteurs, avec une publication qui est issue de la thèse, mais qui n'est pas forcément exactement la thèse. C'est aussi souvent l'occasion de réécriture de ces joies de l'après-thèse, qui consiste à reconsidérer ce que l'on vient de faire, à le remettre sur le métier alors qu'on vient de le terminer, et qu'on a eu des soutenances dans lesquelles on vous a essentiellement dit ce qui n'allait pas, après vous avoir dit que, évidemment, tout allait très 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 bien. Et voilà, c'est toujours un moment compliqué, mais c'est un moment important, et finalement, je vous assure, un moment assez joyeux, parce que quand on voit sortir le livre, on est un certain nombre ici à avoir eu cette joie-là, c'est une joie importante, qui est presque équivalente de celle où on a vu sortir la thèse, mais qui est vraiment très importante. Donc le jury cette année a sélectionné Juliette Bessette pour un projet autour de, alors je suis obligé de dire une figure liée à l'histoire de l'art, liée à l'histoire de l'architecture, liée à l'histoire de la réflexion théorique aussi bien en art, en architecture, en sociologie, en écologie, etc., qui est John McHale, un très important acteur des scènes de l'art britanniques et états-uniennes dans les années 1950 jusqu'aux années 1970. C'est un travail dont nous avons voulu saluer l'originalité, puisqu'il n'existe aucun équivalent non plus en anglais. Il ne s'agit pas de dire cette phrase terrible qu'on entend parfois, c'est la première publication sur le sujet en français. Heureusement, l'histoire de l'art est pleinement internationale. Et donc là, c'est vraiment une première internationale que nous saluons. Et je vous laisserai, Juliette, en parler peut-être plus
précisément. Vous avez été récipiendaire de nombreuses bourses. Je suppose qu'on trouve toutes ces informations quelque part sur un site et que donc je ne vais pas les dire maintenant. De nombreuses bourses, que vous avez eu beaucoup de charges d'enseignement et vous revenez, m'a-t-on dit, d'un séjour à la Villa Médicis et à l'École française de Rome dans le cadre de la bourse Daniel Arras. Vous en revenez il y a quelques semaines ou quelques mois. Je ne sais pas comment on fait. Chacun parle après, c'est ça? Oui, le mieux c'est que maintenant Juliette parle. Alors je vous passe la parole. J'ai rien à lui remettre. J'ai pas un gros. Je crois que non. Je suis ravie. Vous prenez un micro. Vous m'entendez ? Je vous conseille de prendre un micro. D'accord. C'est mieux. Donc je suis très heureuse que cette thèse de doctorat trouve un destin dans cette collection, un nouveau destin. Je vais vous en parler très rapidement, après avoir remercié évidemment l'INHA et le CTHS pour sa lecture attentive du manuscrit. Donc, en fait, cette thèse, c'était ce qu'on appelle une biographie intellectuelle critique. Donc, l'idée, c'était de s'arrêter sur, en effet, une figure, comme l'a dit M. de Chasset, et puis de réfléchir à l'articulation entre sa première période d'activité, qui est associée plutôt au pop art en Angleterre, et puis, dans un deuxième temps, même si les choses sont évidemment pas si dichotomiques, une période d'activité dans les sphères de la naissance de la pensée écologique dans les années 60-70 aux États-Unis, et de réfléchir à comment l'histoire de l'art pouvait à la fois expliquer cette articulation un peu surprenante, puisqu'il est un peu sorti du monde artistique, et en même temps, comment ce parcours un peu hors cadre pouvait, de son côté, expliquer en partie l'histoire de l'art de la période et certaines mutations de l'histoire de l'art pendant cette période. Donc la première période, plutôt sur le pop art, c'était un corpus, voilà, je vous ai mis un objet ici, un objet d'art, une œuvre d'art, ça s'appelle les collage books, c'est des livres en fait qui sont découpés en languettes et qu'on peut agencer de 1000 manières, donc il y a un héritage un peu surréaliste. C'est un peu comme un cadavre exquis, mais pop, et vous avez une image de John McHale en haut qui le manipule. Et donc c'est vraiment une période où on voit dans son travail aussi un changement du rapport à l'œuvre avec cette idée de la manipulation. C'est plus du tout une œuvre figée comme ça. Mais surtout, en fait, c'est un travail sur les messages délivrés par les médias de masse et comment ils peuvent s'agencer différemment, de manière sémantique, de manière visuelle, et comment on peut créer du nouveau contenu. Aussi, c'est une réflexion sur l'aléatoire à cette période. Donc en fait, l'apport de cette thèse sur cette période pop, qui est quand même assez bien connue dans le monde anglo-saxon en l'occurrence, avec un groupe d'artistes qui s'appelle l'Independent Group, c'est de s'être arrêté en particulier sur la question de la théorie de l'information, de lire ces œuvres sous le prisme de la théorie de l'information et de la communication, de la culture cybernétique des années 50 dans le monde anglo-saxon, qui était celle dans laquelle évoluait ce groupe d'artistes, et c'est un point de vue qui est moins souvent convoqué pour parler d'eux. Donc, en fait, cette question de la théorie de l'information, ça a été un peu la question pivot, qui est apparue pivot pour lier ces deux problématiques, de la massification de la culture, qui est très, très présente dans le pop art, et de la massification de la connaissance aussi à l'échelle du globe, qui passe notamment donc par les nouveaux médias, et qui a permis d'arriver à des problématiques sur la globalisation. Donc là, je vous ai mis deux œuvres que j'aime beaucoup et qui, je pense que John McHale n'aurait jamais pensé que ces choses qu'il ne pensait même pas vraiment sûrement comme des œuvres seraient projetées un jour dans une chapelle. J'aime beaucoup la rencontre fortuite ici de ces images. La première qui montre un peu des questions de réception de l'information et aussi de réception avec les sens,
de la perception à l'époque. Et puis je voulais vous montrer un peu celle du bas parce que je trouve qu'elle rend très bien ce que j'essaie d'expliquer. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Transistor. Vous avez déjà sûrement entendu ce mot, mais sans savoir vraiment ce que c'est un transistor. Donc les transistors, c'est des tout petits dispositifs électroniques. En fait, c'est des semi-conducteurs qui permettent la modulation d'un courant électrique, l'amplification ou le contrôle d'un courant électrique ou d'une tension électrique. C'est un petit composant qui a été inventé dans les années 40, à la fin des années 40 aux États-Unis, après la guerre, et qui a permis à cette époque-là le développement et la miniaturisation des appareils électroniques. C'est pour ça que vous connaissez peut-être, quand on dit un transistor, on pense souvent à un récepteur radio. Et le premier récepteur radio à transistor a été commercialisé en 1954. C'est la même année que ce collage qui essaie de rendre de manière plus ou moins abstraite le passage de l'information avec du papier collé dans le processus du transistor. Et voilà, ensuite les transistors, on a mis les transistors en circuit dans des puces électroniques et ça a augmenté cette puissance. Et aujourd'hui, vous avez tous des dizaines de milliers de transistors dans vos iPhones, chacun dans votre poche. Donc c'est un objet qui, à l'échelle de l'histoire culturelle de la technologie, enfin de l'histoire des techniques en fait, tout simplement, est devenu quelque chose de tout à fait majeur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cet objet, il a été saisi très tôt par les arts. Vraiment, 54, c'est très très tôt dans l'histoire du transistor. On n'avait aucune idée des changements que ça allait pouvoir engendrer dans notre monde social. Toute notre culture aujourd'hui découle en quelque sorte de ce petit objet. Et donc lui s'en empare, John McHale s'en empare dans son versant associé au pop, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, lui, c'est justement de regarder l'objet d'un point de vue social et par rapport aux changements sociaux qui commencent à être induits par la massification de la culture, par la radio et les médias de masse à cette époque. Et quelques années plus tard, il part donc aux États-Unis pour travailler plus précisément sur ces problématiques de sociologie. Il fait une thèse de sociologie, mais il travaille toujours sur des problématiques du pop, puisque ses travaux à cette époque-là rejoignent les questions de modélisation de la connaissance et de l'information à l'échelle du globe. Donc là, je vous ai mis des schémas issus de ses travaux de l'époque. Il travaille sur un projet. Voilà. En l'occurrence, il travaille en fait beaucoup sur les questions de modélisation de l'information en rapport avec la crise énergétique et la crise des ressources naturelles, en lien avec l'explosion démographique qui a lieu à cette époque-là. Donc c'est aussi vraiment évidemment relié aux questions de massification. Et il travaille avec cet inventeur dont je vous ai mis une image qui s'appelle Richard Buckminster Fuller sur des projets de planning, de prospective. C'était une science très à la mode dans les années 60 qui visait à s'emparer un peu de comment gérer l'avenir de l'humanité et sauver le monde. C'était quelque chose de très guerre froide et ça existe encore, mais on en parle un peu moins. Voilà, donc il parle de comment gérer ces ressources naturelles à l'échelle de la planète et du point de vue de l'histoire de l'art, pour essayer quand même de rester dans l'histoire de l'art, ce qui intervient à ce moment-là, c'est plutôt les questions de théorie des médias et voilà, qui permettent de travailler sur ces problématiques liées à l'environnement technologisé qui est celui dans lequel il travaille à ce moment-là, en lien toujours avec la crise écologique qui commence à vraiment gagner en information, en médiatisation à l'époque. Donc voilà, à cette époque, par ce travail sur les données, il participe aussi à la modélisation du caractère fini de l'environnement terrestre, ce qui est quelque chose d'assez nouveau. C'est ce point de vue qu'on a beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être le paradigme dans lequel on vit, que la Terre est quelque chose de fini et qu'on voilà, on n'aura pas des ressources illimitées, il va falloir trouver un moyen de travailler avec ça. Et voilà, donc là, pareil, je vous ai remis des images un peu qui parlent de cette culture visuelle-là du monde fini, avec un livre très important pour cette question de Buckminster Fuller qui théorise un peu ça dans une culture holistique, hippie, très caractéristique des années 60, et puis les répercussions plus politiques, avec le rapport du Club de Rome, dont vous avez sûrement déjà entendu parler dans les médias, parce que c'est devenu justement en fait un objet pop de l'écologie. C'est un peu sur cette question que finit la thèse, l'idée que voilà, faire cette liaison par l'idée d'avoir des icônes vers lesquelles se tourner pour penser les problématiques
de la période. Donc voilà, ce livre, il aura vocation, j'espère, à rendre compte de la manière dont l'activité d'un artiste, donc en l'occurrence, pour John McHale en tout cas, a pu informer, comment son activité artistique a pu informer ses activités postérieures, et donc aussi comment l'activité d'artiste elle-même, à cette période, mute en fonction du contexte de la crise socio-environnementale, économique, de cette idée d'accélération de l'histoire qu'on a en histoire de l'art depuis le 19e siècle avec la révolution industrielle. C'est toujours la même question, c'est la question de la perte de sens face à l'accélération de l'histoire, face aux mutations dans les domaines des transports, de la production, de la communication, en fait ce qu'on appelle la globalisation aujourd'hui, et de retravailler sur cette question de la globalisation qui est très travaillée dans beaucoup de sciences humaines aujourd'hui, mais en regardant ce que l'histoire de l'art peut donner de plus comme point de vue. Donc c'est une approche qui rejoint en partie ce qu'on appelle l'éco-critique, ce qu'on appelle aux États-Unis eco-critical artistry, que certaines personnes travaillent en France, mais pas du tout dans un courant sur l'art écologique ou sur... il y a pas, vous voyez bien, il n'y a pas de nature, de végétal, de l'idée qu'on se fait de l'éco, des labels éco dans ce travail-là. C'est vraiment l'éco-critique dans son versant... comment enrichir notre connaissance de l'histoire de l'environnement par l'histoire de l'art et vice-versa, comment enrichir l'histoire de l'art par ce croisement-là. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Alors on a un petit cadeau qui sont quelques dits. Voilà. Oui, on peut, mais des livres, les livres, c'est ce qu'on peut faire de mieux, en fait, c'est ça. Bref. Étant donné que Transistor numéro 16 a été l'emblème du département d'histoire de l'art de Tours pendant, je ne sais pas, 6 ans, 7 ans, une chose comme ça, c'est évidemment autant dire qu'on est particulièrement heureux de ce prix. Nous sommes aussi très heureux du second prix L'Art et l'Essai pour cette année, qui est attribué à Marion Loiseau pour une thèse sur les femmes et leurs images, plus précisément pour l'invention, les questions d'identité, de projection de soi, de représentation dans les livres d'heures de la France de l'Ouest au XVe siècle. C'est une thèse qui a été soutenue à l'Université de Poitiers, vous nous en direz aussi plus. Vous avez été pendant plusieurs années chargé d'études et de recherche à l'INHA, et donc nous sommes aussi très heureux de ce prix. Je pense qu'il est important de montrer que toutes les périodes, enfin le jury en tout cas a été particulièrement sensible à l'idée que toutes les périodes pouvaient être marquées par un renouvellement des problématiques et par une manière dont il y a aussi un renouvellement ou un apport à ces problématiques elles-mêmes, notamment les problématiques de genre, par une histoire de l'art qui n'est pas celle que l'on peut attendre de ce point de vue-là, qui vient complexifier les situations dans un paysage général qui est parfois un peu trop simpliste à notre goût. Là, ça n'est absolument pas le cas. Je dois dire aussi que nous sommes très heureux ça n'est pas que nous ayons quoi que ce soit contre Paris, mais que nous sommes très heureux aussi qu'une thèse qui n'a pas été soutenue à Paris soit récompensée. C'est le signe de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Et pour ces différentes raisons, alors là, pour le coup, le rapport avec la chapelle va être peut-être plus immédiat, quoique cette chapelle ne soit pas exactement... lié à la période directement qui vous concerne, mais comme vous le savez, on est quand même dans une des chapelles en France dont les vitraux ont été conçus par une artiste femme. Donc il y a peut-être quand même quelques rapports, et dans un rapport avec le Moyen-Âge extrêmement fort. À vous. Et bravo. Et alors je vais devoir partir, c'est ça? Bon, on verra. Je parle trop comme d'habitude et du coup... Tout va bien.
Alors déjà, merci beaucoup. Merci à l'INHA de m'avoir accueilli pendant toutes ces années pour pouvoir me permettre de maturer mes recherches et d'aboutir à un sujet qui a été en fait mon second choix quand je me suis inscrite en thèse, puisque j'avais commencé sur un tout autre sujet, sur des albâtres anglais à Bordeaux. Et c'est en ayant fait une première année de vacation dans le projet Ontologie du christianisme médiéval en images avec Isabelle Marchesin que j'ai pu développer un tout nouveau sujet donc, sur ces livres d'heures, et donc qui a été soutenu, comme l'a dit Éric de Chassé, à l'Université de Poitiers sous la direction de Cécile Voyer. Donc c'est une thèse en iconographie médiévale. Et j'ai choisi le support du livre d'heures, déjà parce que c'est un livre, on va dire, de tous les jours. C'est un objet qui est extrêmement courant pour l'aristocratie médiévale. C'est un livre où on va trouver, par exemple, ce type de calendrier, qui est un calendrier perpétuel, qui va pouvoir être utilisé en permanence à toutes les périodes de l'année et quelle que soit l'année d'utilisation. C'est aussi un livre qui va être utilisé au quotidien parce que les prières vont rythmer la journée, 8 fois par jour. Ensuite, on a toutes les images, parfois très nombreuses, on en a environ 20 à 40 par manuscrit, qui vont servir de support à la dévotion. On va même apprendre à lire dans ces livres. Et également, il faut bien se rappeler qu'un manuscrit médiéval, vous voyez les dorures notamment, c'est un objet précieux. Donc c'est un trésor familial, c'est un trésor mémoriel, religieux. Ça accumule toute une série de significations très importantes pour la société médiévale et ça donne donc un objet d'étude très intéressant lorsqu'il s'agit d'étudier une certaine représentation du monde et ses liens avec l'individualité, mais aussi la société dans son entier. Alors pour ça, je me suis basée sur 2 dynamiques qui sont perceptibles à la fin du Moyen-Âge et qui constituent l'ossature de ma réflexion, c'est-à-dire, dans un premier temps, une définition à tous les niveaux, que ce soit médical, théologique, moral, du féminin qui va devenir une sorte de cadre assez rigide parfois, qui va entraîner la formation de stéréotypes auxquels les femmes sont sans cesse renvoyées. La femme devient un être autre à cette époque-là. Et en parallèle, autre observation, alors tout ça, ce sont des choses qui ont été soulevées par des bibliographies déjà existantes. Donc, dans le domaine religieux, on a un intérêt grandissant pour l'individu. La dévotion et la pratique deviennent des pratiques intimes et personnelles. C'est l'individu face à Dieu. Donc, assez logiquement, la question est venue de savoir si les objets de la dévotion, tous ces supports, s'adaptent à la nature particulière des femmes, puisqu'on les définit à ce point comme autres. Donc ça a été ma problématique. Est-ce que les livres d'heures féminins sont particuliers? Est-ce qu'on s'adresse particulièrement aux femmes d'une certaine manière? Et la réponse a été très étonnamment non. Il y a très peu de particularités dans les livres d'heures féminins, ce qui indique énormément de choses sur leurs conditions, mais aussi sur le rapport à Dieu dans la société médiévale. Alors pour répondre à tout ça, j'ai étudié 24 manuscrits qui venaient donc de Bretagne, d'Anjou et du Poitou principalement, et dont on pouvait attester l'appartenance à des femmes, soit qu'elles les aient commandées, donc de première main, soit qu'elles les aient possédées à un moment ou à un autre de leur vie, donc plutôt de seconde main, puisque ce sont aussi beaucoup des objets qui circulent énormément, ce qui est très intéressant quand on veut aussi étudier les relations de sociabilité et le rôle des objets d'art, et particulièrement des manuscrits, comme legs très importants dans des familles. On a des parentés, des filiations à l'intérieur de certains livres d'heures qui vont être donnés de génération en génération. Et répondre à ce questionnement, ça a nécessité un nouveau regard sur des corpus qui sont déjà très bien connus, qui ont été beaucoup étudiés, mais surtout d'un point de vue stylistique, codicologique. Et c'est là que vient la nouveauté que j'apporte à ce champ de l'histoire de l'art, c'est-à-dire proposer une nouvelle approche des objets avec des analyses iconographiques très poussées sur chaque image, puisque au XVe siècle, on produit énormément de livres d'heures et ils vont avoir un format qui est très très normé. On va trouver toujours les mêmes images avec à peu près toujours les mêmes textes. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que même si on a une production très unifiée, ce qui donne un corpus effectivement très uniforme, donc assez pratique à classifier, on peut encore faire dire des choses intéressantes à toutes ces images qu'on connaît déjà, notamment sur la place des femmes, sur les stéréotypes auxquels elles sont renvoyées, sur des usages de dévotion, sur des relations particulières au Christ, à la Vierge, ou toutes sortes de choses sur leur univers personnel. Donc je les ai considérés comme autant de témoins d'une conception du monde, de pratiques sociales et aussi de pratiques religieuses qui sont propres à la société médiévale,
Et avec le deuxième objectif, c'était de mettre en avant en fait, la richesse discursive des images, toutes les strates de signification, à travers des objets. Donc, par exemple, cette image, qui est beaucoup plus riche qu'on pourrait s'y attendre, puisqu'au centre, vous avez une scène qui est très, très ordinaire. C'est le Christ devant Pilate. Et ça, on va en retrouver, j'en ai une vingtaine quasiment identiques dans mon corpus. Sauf que ce qui est intéressant, c'est, par exemple, le mettre en rapport avec toute la marge. Qu'est-ce que ça signifie, ces personnages qui vont ramasser des fleurs et des lettres? Qu'est-ce que les fleurs vont signifier? Qu'est-ce que cette association de sens va pouvoir amener en plus? Donc là, on voit apparaître des choses qui sont liées au végétal, notamment au rapport au corps, à la place des femmes face à Dieu, à l'inscription aussi du féminin dans un système de valeurs polarisées entre l'homme et la femme, et tout un langage visuel, un système de communication par l'image qui est propre à l'Occident médiéval. Et enfin, un des objectifs de cette thèse, et le troisième objectif de ma publication, c'est expérimenter une méthode d'analyse à la fois iconographique et basée sur les études de genre, pour déjà essayer d'éprouver cette solidité de la démarche, mais aussi pour ensuite se projeter sur d'autres corpus, étudier par exemple le masculin, est-ce qu'on a une construction identique du masculin dans les images, et essayer de revoir un petit peu ces images sous d'autres points de vue. Alors pour vous donner un ordre d'idée aussi, parce que la matérialité de l'objet est très importante, ça c'est une photo que j'ai prise à la BNF, puisque j'ai eu la chance de pouvoir avoir entre les mains quasiment tous mes manuscrits, et notamment donc, ces tout petits manuscrits. Vous voyez que le format a aussi une très très grande importance, puisque eh bien, ça va impliquer des manipulations différentes, et vous voyez que c'est un livre qui fait la hauteur de la paume de ma main, quasiment. Donc ce sont des images toutes petites, ça aussi oblige à regarder l'objet dans sa matérialité, ce qui amène aussi des choses très intéressantes. Et je vais donner finalement deux exemples d'images et de la méthode que j'ai pu appliquer. La première, c'est cette scène d'Annonciation, qui est la scène la plus classique peut-être de l'histoire de l'art médiéval, avec au centre une image tout à fait canonique, avec la Vierge Marie dans son oratoire, l'ange qui s'amène vers elle, avec le lys, le phylactère, bref, quelque chose qu'on retrouve quasiment tout le temps. Et là encore, la richesse, elle va venir de l'association avec la marge, puisque, eh bien, avec cette image, j'ai pu traiter les 4 axes de ma thèse. Le premier, c'était la dévotion, puisque, eh bien, c'est une image dévotionnelle, elle sert de support à la prière. Ensuite, c'est une image qui a un but d'éducation. On va avoir des exemples ici, dans les petites figures marginales, des exemples parfois un peu stéréotypés de modèles féminins de l'épouse, de la vierge, de la bonne travailleuse. Vous avez une petite figure féminine qui est en train de filer, par exemple. Donc ça, ce sont des figures d'exemples moraux pour les femmes, donc l'aspect d'éducation. Ensuite, un aspect de projection, puisque eh bien, tout cet espace que vous voyez là est structuré en bandeaux. On a un espace qui est un jardin dans lequel l'esprit peut aller se promener. Et ça, c'est une caractéristique des images médiévales de l'époque, c'est qu'on peut rentrer en esprit dans les images. Ce sont des lieux de projection très importants. Et enfin, la mémoire, puisque, si vous regardez bien dans la lettrine ici, vous avez des armoiries. Ce sont les armoiries de mariage de Marguerite d'Orléans, la propriétaire du manuscrit. Et donc, sa marque va perdurer dans un ouvrage qu'on conserve encore aujourd'hui et dont on sait qu'il a appartenu à des membres de sa famille. Donc, ces 4 axes, la dévotion, l'éducation, la projection et la mémoire, c'est des choses que je peux retrouver dans beaucoup de ces images qui vont avoir un arrière-plan beaucoup plus riche que simplement, eh bien, c'est une image d'annonciation et j'en ai peut-être une trentaine quasiment identiques. Et pour finir, je voudrais vraiment revenir sur celle-ci parce que c'est un peu une des images exceptionnelles de ma thèse, j'en ai quelques-unes, avec notamment cet abécédaire, je vous mentionnais tout à l'heure qu'on apprenait à lire dans les images. Bien là, on apprend aussi à lire avec ce jeu visuel de semis de lettres qui amène donc cet exercice pour les jeunes enfants. Et vous voyez qu'ils sont exposés à toutes ces images dès leur plus jeune âge. Donc, allez voir justement toutes ces images auxquelles ils sont exposés, qu'ils regardent quotidiennement, ça donne un aspect de la culture visuelle, de tout cet univers d'images dans lequel ces gens évoluent, hommes comme femmes.
Voilà, donc j'espère avoir donné l'envie de lire la prochaine publication qui sortira grâce donc, à l'INHA, que je remercie très chaleureusement pour m'avoir accompagnée pendant toutes ces recherches, m'avoir donné les moyens matériels, financiers et le soutien moral nécessaire pour arriver jusqu'au bout de cet énorme travail. Et donc je vais rester sur cette image-là. Je vous remercie aussi pour votre présence, ça compte beaucoup pour moi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À vos dits, qui sont là aussi un avant-goût du magnifique travail éditorial, de l'accompagnement que vous allez avoir par notre équipe du service des éditions, sous la houlette de Katia Bienvenue, qui sera votre interlocutrice et qui nous fait le plaisir d'être là aussi aujourd'hui pour ce prix. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot au sujet de cette collection, de nos 2 lauréates. Informellement. Merci France. Il y a peu de choses à dire. Je suis ravie d'avoir aussi l'occasion de travailler sur des périodes aussi différentes, parce que ça pose des problèmes éditoriaux différents aussi à chaque fois. On m'entend pas. Là, on m'entend. Pardon. Voilà, mais bravo. Félicitations à toutes les 2. Et pour finir cette remise de prix, nous sommes très heureux d'accueillir Paul-Aimé William pour la 2e édition de la bourse Beaufort-Delaney Villa Albertine. C'est un projet que nous avons réalisé et réussi à mettre en œuvre l'année dernière avec les services culturels français basés à New York, qui travaillent depuis longtemps avec la Fondation Ford et par l'intermédiaire de la Fondation FACE au soutien d'artistes afro-américains, de commissaires d'exposition, qui encouragent aussi les échanges entre la France et les États-Unis pour travailler sur des artistes qui parfois restent moins connus. Et il y a 2 ans, nous avons commencé à dialoguer pour savoir comment on pouvait aussi encourager la recherche sur les artistes afro-américains, peut-être aussi dans une vision transnationale, globale, qui permettent parfois de mettre l'accent sur des trajectoires multiples. Et nous avons décidé de faire une bourse en 2 temps, enfin, destinée à des chercheurs confirmés la première année et à des chercheurs en début de recherche la 2e année, et d'alterner comme ça entre jeunes chercheurs et chercheuses et chercheurs confirmés au cours du temps. Et donc nous sommes très heureux. Cette année, nous avons reçu de très très belles candidatures et nous avons été impressionnés par le projet porté par Paul-Aimé William, qui est inscrit en thèse à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Institut des mondes africains, qui porte en fait sur l'art contemporain en Guyane, et qui, pour ce projet, a décidé de consacrer une enquête à James Amos Porter pour essayer de resituer le travail de cet historien de l'art dans une historiographie plus large, pour s'intéresser en fait à ce rôle de pionnier qu'il a pu jouer dans l'écriture d'une histoire de l'art afro-américaine. Et donc je suis très heureuse de vous donner la parole. Et je dois dire aussi que quand j'ai eu Paul-Aimé au téléphone pour lui annoncer la bonne nouvelle, il était à l'aéroport pour rentrer en Guyane, où il réside, et que, en fait, sur le pont d'embarquement, il a fait demi-tour pour assister à cette remise de prix. Donc vraiment, j'en suis très heureuse. Je vous remercie d'avoir fait ce voilà, demi-tour. Merci beaucoup. Alors, je voudrais remercier tout d'abord la Fondation Ford et FACE, ainsi que les membres du jury de la Bourse Delaunay, d'offrir les possibilités d'imaginer et de réaliser une étude sur James Amos Porter. James est un historien de l'art africain-américain. Il est né en 1905. Il est un des pionniers et figures clés de l'art
afro-américain. En 1943, il publie Modern Negro Art, l'un des premiers ouvrages sur l'art africain-américain, écrit par un africain-américain. C'est l'un des ouvrages qui ont permis de jeter les bases des Black Studies dans le domaine de l'histoire de l'art aux États-Unis. Mon projet est intitulé James Amos Porter, Historiographie et humanité de l'art africain-américain du moderne au contemporain. C'est une étude historiographique qui tente de situer James dans l'intelligentsia noire américaine, mais aussi caribéenne, jusqu'à une de ses dernières conférences qu'il a tenues en 1969 lors du premier festival d'art nègre à Dakar, qui est intitulé L'art afro-américain contemporain. Cette bourse me permettra de me rendre sur les sites de conservation des différentes archives de James Amos Porter à Washington, mais aussi des archives autour de lui, comme à Atlanta, où l'un de ses héritiers, David Driscoll, a conservé des notes. La singularité de James Amos Porter est de créer une historiographie originale à cette époque, puisqu'il essaye de sortir de l'imaginaire ethnographique de l'art en s'intéressant aux musées et aux œuvres nègres africaines dans les musées d'ethnographie d'Europe. En 1935, par exemple, il se rend à Paris, où il étudie durant l'été à la Sorbonne, puis il va vagabonder dans toute l'Europe. Alors, ce que James Amos Porter m'apporte, c'est pouvoir trouver une méthodologie assez originale sur mon lieu, qui a été marqué comme aux États-Unis par l'histoire coloniale et l'esclavagisation des Noirs africains, sur une liste de plusieurs artistes, par exemple sur mon terrain, et surtout sur la géographie, sur l'ethnographie, sur les questions de l'anthropologie. Par exemple, l'un des thèmes que je vais aborder sur ces travaux de recherche, ça sera l'humanité. La question que je me pose, c'est comment peut-on qualifier une production artistique de personnes qui sont jugées comme des sauvages ou des animaux, qui rentrent dans le thème de ce festival d'histoire de l'art. Par exemple, durant les années d'après-guerre, la question qui a tourmenté beaucoup James Amos Porter était de sortir l'art noir américain des prévenances, par exemple, qu'il soit jugé comme une greffe maladive de la civilisation américaine, par exemple. Il note. Voilà. Ça ressemble un peu à des chocolats, mais ça se déguste bien plus longtemps et ça se conserve bien. Donc, la vérité, j'ai acheté à peu près toute la collection. Donc, c'est un peu blanc, mais c'est pas grave. Bon, mais merci beaucoup. Merci beaucoup aussi alors, voilà, à tous les trois d'avoir partagé avec nous le contenu de vos recherches. Là, on va vous suivre dans vos travaux et Paul-Aimé William va être amené à présenter ses recherches aussi à l'issue de cette année. Il va séjourner aux États-Unis dans le cadre de la Villa Albertine. Et il y aura sans doute des présentations aux États-Unis, mais on espère aussi beaucoup en France. Et donc on espère vous retrouver peut-être aussi au prochain festival. Ça pourrait être l'occasion de se retrouver et de voir ce que vous avez pu développer sur ces questions importantes que vous avez présentées. Et d'ici
un an ou deux, on pourra présenter les livres au Salon du Livre pour des discussions, des débats, mais peut-être qu'on pourra vous retrouver avant aussi. Donc bravo en tout cas à tous les trois, et nous sommes très heureux que ces prix aient pu couronner vos travaux et vos projets.